Bonjour, nous sommes le 28 mai, il est un peu plus de 16 heures. Alors, il y a pas mal de l'optique dans le coin, donc on va commencer par ça. Il y en a un que vous reconnaissez très bien qui est le petit Goliath. Goliath, il attend sa promenade. Et je pense qu'il y en a plus d'un qui mange dans la cuisine. Voici Sir Garfield qui profite de l'absence d'Oxo et qui a envie de faire une petite promenade. Alors on va le laisser sortir. Nous on va retourner tout de suite au bureau. Voilà, Garfield. Bon, regardez le temps qu'il fait. Il fait assez exceptionnel. Il fait presque trop chaud pour shooter dehors. Alors, on parle de l'optique. Voici la petite pouloute qui va suivre la même voie. Voilà. C'est avec ses frères et sœurs. La pouloute et le Garfield, j'espère que vous les voyez. Bon voilà, comme ça, vous les aurez vus. Manque le cher Oxo. C'est pour ça que Garfield en prend tellement à son aise. Peut-être qu'il apparaîtra ou pas. Vous savez, il est imprévisible. Si ça se trouve, il dort à la cave, à l'absence, à l'écart de tout bruit. Et puis nous, on revient prestement au bureau pour se concentrer sur du scientifique. Pas d'animaux ici. Bye bye. Enfin, si en voilà un, mais on va reprendre la direction des opérations. Alors, je suis empressé de vous montrer parce que je savais bien que Garfield et consorts allaient prendre la poudre d'escampette. Et donc, j'ai vite improvisé un début. Il faut que je m'installe. On parle aujourd'hui du génotype DIO2. Je prends un petit support parce qu'on est trop bas. Voilà, toujours une bonne dose d'improvisation, mais c'est comme ça qu'on a les résultats les plus naturels et les plus authentiques. Donc, génotype DIO2. Alors, je vous rappelle le vocabulaire. On a 3 possibilités, étant donné qu'on se réfère ici à un polymorphisme bien précis, qui d'ailleurs a un RS, qui est une façon infaillible de le définir, c'est le RS 225014, parce qu'il y en a d'autres. Et puis il y a d'autres déiodinases, la déiodinase 1 et la déiodinase 3. On parle ici de la déiodinase 2, DIO2. Il y a également un polymorphisme intéressant auquel il faudrait peut-être que je m'intéresse dans la DIO1, qui est référencé dans l'article dont je vous parlais dans la capsule précédente. Je vais d'ailleurs commencer par un bref rappel de ce qu'on a dit dans cette capsule. Donc c'était cet article-ci que je vous avais montré, qui donc nous donnait sur une base strictement mathématique, avec un modèle très sophistiqué, dans les détails duquel nous ne nous lancerons pas. Il s'agit d'optimiser le traitement hormonal thyroïdien dans le cadre d'hypothyroïdisme. Parce que ça fait grand débat. Et vous savez que je m'élève de manière assez claironnante, si j'ose dire, contre 2 choses. Contre la tendance classique conventionnelle, c'est-à-dire de donner de la thyroxine, c'est-à-dire de la T4L-thyroxine, à tous les patients hypothyroïdiens en disant que avec ça, ils doivent aller mieux et sinon, tout est dans leur tête. Bon, désolé, mais ça, c'est faux. Et puis l'autre tendance qui est spécifique, qui est propre à la médecine anti-âge ou à l'hormonologie, appelez ça comme vous voulez, qui consisterait à dire qu'il faut systématiquement donner de la T4 et de la T3, donc des traitements combinés, que ce soit des extraits porcins, des extraits bovins ou les médicaments classiques Euthyral, Novotyral, voire des combinaisons évidemment séparées de T4, T3, mais en général ça se réfère aux produits que je vous ai mentionnés il y a un instant. Et écoutez, ça c'est faux également. Ou en tout cas, ça le deviendra.
Comme je vous ai bien expliqué, j'espère, dans la vidéo précédente, au début, ça marche souvent, les traitements combinés T4, T3. D'abord parce qu'on recrute des gens qui ne vont pas bien avec la T4, et donc forcément, on hérite des autres cas. Il y a un biais de recrutement majeur pour moi. Quand je dis nous, c'est les médecins fonctionnels, hein. Et vous êtes sur une chaîne de médecine fonctionnelle ici, j'espère que vous êtes bien rendu compte. Et si vous êtes égaré, eh bien, passez votre chemin parce que nous ne faisons pas ici de l'hormonologie à tout cran. On peut en faire, mais moi pas. Et donc, ces traitements combinés au début marchent bien parce que ce sont souvent des gens qui manquent de T3. Mais une fois qu'on a amélioré leur état général, en général, on corrige aussi les déficits en cofacteurs, très importants. Je n'y reviens pas, je l'ai dit 1000 fois. Je vous renvoie à toutes les autres vidéos. Et puis, le mal-être se transformant peu à peu en bien-être, ceux qui sont capables de convertir T4 en T3 efficacement. Mais ça, j'avais dit que je n'avais plus de l'optique, mais ça, hein, c'est la totale aujourd'hui. Hein. Regardez ça. Mais ça, c'est de l'oxo. Oui, ben, il rouspète. C'est de l'oxo. Tu ne dis pas bonjour à tes fans, oxo. Si, hein. Si. Oui, t'as plus tout. Oxo a faim. Oxo mort de faim. Bon, est-ce que c'est étonnant? Non, écoutez, on va laisser Oxo là parce qu'on a beaucoup de choses à faire. Je vais dire assez d'animaux. Ah oui, j'oublie chaque fois de vous montrer ça. Regardez le magnifique dessin fait par Geneviève. Vous reconnaissez le petit Goliath? Ah, j'oublie chaque fois, je me dis toujours que je parviens pas, je ne sais pas retourner cette caméra, je suis désolé, je ne sais pas faire beaucoup mieux. J'aurais dû le préparer, elle dépend, enfin il est bien accroché au mur, oui, ça donne bien, hein, le petit Goliath. C'est très bien fait, c'est fait sur base de je ne sais pas quoi, un dessin, une photo, j'imagine, parce que le dessin, c'est ça. Enfin, écoutez, moi, j'ai rien demandé, j'ai rien fourni, et voilà la magnifique œuvre d'art, un magnifique souvenir de mon chien. Donc, ces gens qui vont mieux avec la T3, ben, le problème, c'est quand ils sont bons convertisseurs. Donc, je vous rappelle la terminologie. Il y a hétérozygote avec un gène de une copie du gène de chaque type. Je ne vais pas utiliser les lettres puisqu'il y a différents systèmes de lettres. Ne nous égarons pas là-dedans. Hétérozygote, on voit tout de suite qu'il y a deux lettres différentes. Bon, voilà, ça, il ne faut pas être savant. Deux lettres différentes, hétérozygote. Et on va en parler beaucoup aujourd'hui. Et puis alors, il y a les homozygotes ancestraux qui convertissent mal, parce que c'est ce qui se passait avant l'avènement du néolithique, et même du mésolithique, qui est la transition entre le paléolithique et le néolithique. Et il y a alors les homozygotes modernes qui convertissent beaucoup mieux et qui sont apparus progressivement dans, on va dire, les 15 derniers millénaires. Okay, et qui sont maintenant dominants, en tout cas en Europe. Pas vraiment dans le monde, mais en Europe, il y a une plus grande fréquence de l'allèle convertisseur que de l'allèle peu convertisseur. Donc, sur 15 000 ans, puisque les premiers exemplaires ont été trouvés dans le nord-est du Maroc il y a 15 000 ans, je vous renvoie aux vidéos que j'ai faites sur ce sujet, il y a eu une évolution fulgurante, hein, passant d'une mauvaise conversion qui était systématique. Je vous rappelle que même si on renvoie à 50 000 ans en arrière où 3 espèces humaines coexistaient, Homo neanderthalensis, Homo denisovanensis et Homo sapiens, à l'époque, les 3 espèces humaines étaient tous de mauvais convertisseurs. Okay, donc là, il y a eu une révolution. Et figurez-vous que, je vous dis maintenant, parce que c'est primordial pour cette vidéo,
Il faudra que je revienne au début de ma phrase d'il y a 3 minutes. Mais c'est primordial. L'évolution pour passer d'une absence de cette copie convertisseuse, si je peux me permettre, hein, l'expression, je pense que ça correspond quand même bien à ce que ça veut dire, pour en arriver aujourd'hui à une prédominance de la copie convertisseuse en 15 000 ans, c'est une évolution fulgurante. Et figurez-vous que depuis que je me suis fasciné, obsédé pour cette histoire de paléogénomique avec le DIO2 qui n'était pas du tout similaire dans le temps à ce qu'il est aujourd'hui, ça me tracasse parce que je me dis, ok, le nouveau génotype DIO2, le moderne, convient mieux à l'alimentation moderne qui est plus riche en hydrates de carbone. Okay, et c'est ça tout le secret, tout l'impact sur la diète. C'est-à-dire que quand on ne convertit pas bien, on n'a pas intérêt à manger trop d'hydrates de carbone parce que cette augmentation de la consommation d'hydrates de carbone requiert davantage d'hormones thyroïdiennes pour faire fonctionner la machine humaine. Donc on renvoie à des diètes ancestrales qui sont high fat, low carb, alors qu'aujourd'hui, avec cette explosion de l'agriculture et des cultures de céréales et autres, dans le néolithique, ben, évidemment, il y a intérêt à avoir une capacité de mieux gérer les hydrates de carbone. Mais bon, on ne change pas le génotype dont on hérite de nos parents. Donc si on a ce génotype qui était adapté à l'époque paléolithique où on mangeait beaucoup moins d'hydrates de carbone, mon conseil, et ça semble se confirmer très rapidement, très largement sur le terrain, c'est évidemment de manger davantage dans le style de ses ancêtres paléolithiques, c'est-à-dire beaucoup moins de féculents. Ok, bon, ça c'est tout ce que je vous ai dit la fois dernière. Et donc, on se retrouve avec ces 3 génotypes. Mais l'émergence du génotype soit hétérozygote, soit homozygote convertisseur, donc dans les temps modernes, pose question parce que si c'est juste une question d'être mieux adapté à l'alimentation, je ne voyais pas comment ça pouvait créer une évolution aussi fulgurante. Il y a quelque chose qui collait pas là-dedans. Ok, ça je me rendais très bien compte. Et puis, boum. D'ailleurs, grâce à un article d'Alain Andreu, je le remercie encore une fois. J'aime bien lire tout ce qu'il écrit. J'ai été mis au courant, puis alors j'ai été exploré, puis alors je voulais imprimer. J'ai été sidéré par cette recherche. Donc voilà, hein, l'article est ici, publié. L'article a été d'abord publié pas sur papier, mais sur Internet le 9 février 2022, donc il y a un peu plus d'1 an. C'est paru dans le Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, un journal tout à fait pignon sur rue, et les auteurs proviennent très largement de différentes universités brésiliennes. Donc c'est un article fait par des Brésiliens, mais vous savez que le Covid au Brésil a fait beaucoup de ravages, il y a eu énormément de décès, donc ils ont fait des recherches, en particulier l'Université fédérale de Bahia, et voilà le fruit de leur recherche, hein. Et ils ont découvert quelque chose qui m'a sidéré, qui je pense sidère la communauté scientifique, c'est que le génotype hétérozygote confère un avantage de survie considérable dans des cas d'infection par Covid-19 hospitalière à taux élevé de mortalité. On ne parle pas ici de Covid léger, on parle de
gros cas de Covid. Il y a des comorbidités, bien entendu. Bon, tout ça est décrit dans l'article. Hein. C'est un article très sophistiqué, très sérieux, qui d'ailleurs, je vous rappelle, parce que je mets toujours un point d'honneur à mentionner ça, n'a reçu aucun support financier. Ok, donc c'est purement sur les fonds de ces universités. Bon, alors il y a un des auteurs qui a travaillé pour certaines compagnies pharmaceutiques parmi 11 autres, une douzaine d'auteurs, plus ou moins, et les autres pas. Bon, écoutez, il n'y a pas de conflit d'intérêt là-dedans, c'est de la recherche fondamentale. Hein. L'article est très bien référencé, il y a 65 références, alors qu'il s'agit quand même d'un sujet cible. Parce que, vous voyez, quand vous venez avec des trucs que vous avez lus dans un livre, qui n'ont pas de référence scientifique, qui en ont 2,5. Voilà. Moi, je vous parle d'articles scientifiques qui eux-mêmes font état de dizaines, quand ce n'est pas de centaines, de références scientifiques. Hein, j'ai peut-être pas eu le temps de vous dire la semaine dernière, mais c'est pas dans la vidéo précédente, je ne sais pas dans quel ordre elles seront mises sur YouTube, mais dans cet article important sur les traitements hormonaux substitutifs chez les hypothyroïdiens, il y avait aussi je vous avais parlé de l'absence de conflit d'intérêt, mais il y avait aussi énormément de références. Okay. Ça me fait penser que j'oublie tout le temps de vous rappeler quand même la conclusion de cet article de la semaine dernière. Si vous voulez, je vais refaire une petite parenthèse. C'était quand même que les patients qui présentent une mauvaise conversion, surtout les homozygotes, mais peut-être les autres dans une certaine mesure, les mauvais convertisseurs, donc les ancestraux, voire les hétérozygotes, ont de meilleurs résultats avec les traitements combinés. Oui, mais l'inverse est vrai aussi. Les bons convertisseurs, les homozygotes modernes, ne doivent pas nécessairement prendre, ou en tout cas conserver à long terme, des traitements combinés. D'accord ? Donc ne vous étonnez pas que la thyroxine seule convienne bien aux homozygotes modernes. C'est ça qu'il fallait retenir de toute cette démonstration. Et donc, une dernière fois, je n'y toucherai plus, je vous promets aujourd'hui du moins, qu'on ne me parle pas de protocole systématique qui consiste à donner du Novotyral ou de l'Euthyral et équivalent en extraits animaux à tout hypothyroïdien qui se respecte. Il faut personnaliser, il faut déterminer le génotype d'IE2. À la limite, je ne suis pas pour nécessairement le déterminer à la première visite. On peut, si les dosages biologiques, notamment la T3, libre dans le sang, la T3 reverse dans le sang, voire la T3 urinaire, les cofacteurs, si tout ça montre qu'au départ, il y a un manque de T3, il y a une difficulté à convertir, donnez de la T3. Mais pour quelques semaines, quelques mois. Moi, je donne pour 4 mois. Après, il vous faut le DIE2, il faut voir où on en est avec les dosages de T3 de divers types que je viens de vous citer. Et il faut avoir le génotype, et alors on décide si on maintient la T3 ou si on la diminue. Parce qu'évidemment, entre des traitements full combinés et des traitements purs T4, il y a aussi le mélange de ces combinaisons et de T4 entre les deux pour aller trouver le bon réglage pour l'individu donné. Bon, écoutez, c'est la 50e fois que je vous dis ça, on tourne la page. Je ne vous montre plus cet article-là, je le mets de côté. Mais, si vous voulez, pour préparer la vidéo d'aujourd'hui, je vous ai refait, enfin, c'est un grand mot, c'est mon secrétaire qui l'a fait, bien entendu. C'est toujours lui qui le fait, d'ailleurs, très bien. Je vous ai refait les calculs des génotypes d'IE2 sur l'ensemble de mes patients chez qui j'ai réalisé ce test. Ça fait à peu près 8 ans
que je le fais pas chez 100% de mes patients, hein, mais enfin, une majorité. Et on en est aujourd'hui à 1800, donc ça c'était il y a quelques mois, puis ça a été mis à jour cette semaine, 1887 génotypes d'IO2, voilà, très précisément, 18, excusez-moi, ma langue a fourché, 13,5% de génotypes homozygotes ancestraux, mauvais convertisseurs, 13% et demi. C'est exactement ce qu'il y a dans les références scientifiques. On parle de 13%, mais j'ai aussi vu quelque part 14%, on est pile poil dessus. Okay, donc là, j'ai pas de biais de recrutement. Alors, ce qui est très intéressant, évidemment, c'est que les hétérozygotes sont quasiment, sont les plus fréquents et représentent quasiment la moitié de ma population de patients, 47,6%, pas loin de 50%. Et le reste, près de 39%, eh bien, ce sont les homozygotes modernes. Donc, ce qui veut dire qu'il y a 86,5% de patients qui ont au moins une copie convertisseuse. Puisque j'ai ça d'aujourd'hui, hein, la copie convertisseuse. Goliath, si tu arrêtais un peu de me gratter, ça serait mieux pour l'image. Donc, la conversion, c'est vachement développé, et donc ça nous remet sur l'article du jour, parce que finalement, on n'a pas encore beaucoup parlé de ça. Je vous signale, ça va être un format long aujourd'hui, hein, parce que j'ai trop de choses à dire. Et cet article du jour nous donne enfin une explication tout à fait flagrante, révolutionnaire, vraiment comment est-ce qu'on appelle ça, un scoop, hein, pour faire encore un peu de franglais. Vous savez que je m'adonne assez bien au franglicisme, aux anglicismes, si vous voulez. Le scoop, c'est que donc les hétérozygotes, ici on ne parle plus que des hétérozygotes, convertissent donc de manière intermédiaire, hein, à moitié moderne, à moitié ancestraux. Eh bien, ces hétérozygotes ont une meilleure survie au Covid dans les cas graves. Alors, on voit tout de suite ça sur ici les représentations en camembert, hein, si on veut dire, vous voyez. Alors, j'ai toujours ce code pour mes patients, ils le reconnaîtront. En orange, c'est la copie ancestrale, en vert, c'est la copie moderne. Chez mes patients, d'ailleurs, ça correspond à ce qu'il y a dans l'article, hein, c'est A pour la mauvaise conversion, orange, T en vert pour la bonne conversion. Et vous voyez que les homozygotes ancestraux, à droite, la survie est meilleure, c'est la partie du camembert en noir, et faire attention avec les... Donc je vais vous montrer avec le doigt, parce que les gauche et droite, je suis pas trop sûr, moi, quand on utilise ces caméras. Donc voilà, ça c'est les hétérozygotes, hein, et la mortalité qui se manifeste, les non-survivants, non-survivors, en rouge, hein, c'est une portion congrue, alors que ce soit chez les homozygotes modernes, bons convertisseurs en vert, ou chez les homozygotes ancestraux, mauvais convertisseurs en orange, il y a beaucoup plus de non-survivors, donc une mortalité nettement plus importante. Les chiffres sont flagrants, il n'y a pas photo, si j'ose dire, hein. Bon, bien qu'il s'agisse de sujets graves, mais enfin, voilà, c'est l'expression consacrée. Et les chiffres très précis, je les ai là, plus loin dans l'article. Il faut que je retrouve la bonne page, parce que c'est quand même un article assez long. Ah oui, ça je dois vous montrer aussi. Bon voilà, regardez, ça c'est les courbes de survie au fil des jours. Donc ce sont des graphiques qui portent sur 45 jours. C'est absolument sidérant, hein. Je ne sais pas si vous voyez ça.
dans les deux cas de figure, alors à gauche, vous avez ces deux manières différentes d'exprimer plus ou moins la même chose. Si vous voulez, dans la figure où je mets mon doigt ici, on a les trois types. On a les hétérozygotes, la ligne noire pleine, et les homozygotes, ce sont les deux autres lignes qui sont quasiment superposées. Vous voyez, c'est incroyable, hein? Alors que les hétérozygotes sont beaucoup plus hauts, ce qui veut dire que la survie est beaucoup meilleure. Vous avez vu ça, la chute. Puis bon, à un moment donné, ça se stabilise, hein, les gens ne meurent plus. Mais vous avez vu la chute quand on est homozygote, d'un type ou de l'autre, et une décroissance, donc une survie bien meilleure pour les hétérozygotes. Alors, quand on associe les homozygotes en une seule courbe, ce qui rend le graphique encore plus clair, ben, vous avez vu le bazar, ça s'effondre. Alors que les hétérozygotes, ben, ils s'en sortent beaucoup mieux. Vous voyez, donc ça, ce sont incroyable. Alors bon, en fouillant l'article, bon, on va dire, c'est infernal, il va voler par terre. Allez, un peu de promis. Et donc, en fouillant l'article, bon, on apprend que on retrouve des tendances similaires dans d'autres infections virales, HIV, donc le sida, hépatite B, virus HBC, hépatite C, virus HCV, ou alors, évidemment, il s'agit de polymorphismes affectant d'autres enzymes qui correspondent donc à d'autres gènes. On ne parle pas là du DIE2, mais dans toutes ces différentes maladies virales, visiblement, le caractère hétérozygote apporte un bénéfice. Alors, ça a un nom. Hein, ça a un nom. Quand le génotype hétérozygote permet une meilleure survie ou alors une moindre morbidité, donc moindre mortalité ou moindre morbidité que les formes homozygotes, les deux, donc la sauvage ou la variante, hein, qui sont d'habitude les termes utilisés que je n'ose plus utiliser avec le DIE2, puisque ce qu'on appelle aujourd'hui le variant, ben en fait, c'était le sauvage ancestral. Alors bon, je n'utilise plus sauvage et variant, mais pour d'autres génotypes, on peut l'utiliser. Quand la forme, le génotype hétérozygote, amène un avantage significatif par rapport aux deux homozygotes, un dans chaque sens, on parle d'un phénomène de superdominance, hein, en anglais, overdominance. Okay. Donc c'est un phénomène très important. Je pensais développer ça davantage aujourd'hui, mais il y a trop de choses à dire. J'ai envie un jour de vous faire une vidéo sur la superdominance. Ça me paraît assez fascinant. C'est probablement quelque chose qui n'a pas encore été suffisamment exploré parce que voilà, les génotypes, vous savez, les génotypes ont quand même été longtemps négligés par les généticiens. Pour eux, c'était... Alors oui, quand ils donnent lieu à des maladies génétiques, bon, ça oui, ça c'est leur domaine de prédilection. Mais ici, c'est pour de la médecine générale, tout ça. Hépatite B, hépatite C, sida, tout ça, ça mérite d'être approché. Covid, bon, bien entendu, bien que ça semble être plutôt derrière nous, il y a d'autres virus, il y en aura d'autres. Eh bien, cette connaissance de l'existence des phénomènes de superdominance me paraît tout à fait essentielle. Il y a également des formes d'anémie dont je voulais vous parler de nouveau, je ne vais pas avoir le temps. Voilà, donc, je vous fais remarquer que cet article sur le Covid-19 renvoie
très ostensiblement à cette recherche paléogénomique. Hein. Tous ces paragraphes en mauve, c'est la découverte paléogénomique dont je vous ai fait part, je pense, vraiment en avant-première en septembre de l'année dernière, 2022. Et donc, ils disent bien ici que la copie convertisseuse est apparue pour la première fois dans ce qu'on appelle le Pléistocène supérieur, hein, donc le Mésolithique, transition du Paléolithique vers le Néolithique il y a 15 000 ans. Je n'en suis pas encore remis, mais enfin, ça vous le savez très bien. Bon, alors, qu'est-ce que je dois encore vous dire? Oui, c'est pas tout, parce que cet article dit aussi que le génotype hétérozygote, donc du DIO2, on revient au DIO2 là, procure également des avantages dans d'autres maladies, y compris des maladies chroniques, des maladies graves, comme par exemple l'infarctus du myocarde, l'hypertrophie du ventricule gauche, les accidents vasculaires cérébraux. Il y a des éléments là-dessus. Bon, ils disent tout de suite qu'ils n'ont pas encore suffisamment de data, que la force statistique de ces études n'est pas suffisante, qu'ils ont besoin de populations plus larges, mais il y a d'autres domaines où ce caractère hétérozygote est bénéfique. Donc, ceux qui se plaignaient d'avoir un DIE2 hétérozygote, arrêtez de vous plaindre, les avantages seraient multiples. Et ça contribue, évidemment, il faut faire la promenade, et je commence à me taper sur le système. On va aller faire la promenade. Regarde, tu te mets là, tu ne bouges pas. Tu es toujours endormi, mais ce n'est pas toujours le cas. Hein. Et donc, c'est fascinant. C'est le début d'une aventure, ceci. C'est pour ça que je me permets ce format plus long aujourd'hui, parce que, que de révélations encore dans tout ça. Hein. Bon, je crois que ça permet aussi de dire que le génotype DIE2 est un génotype vraiment très important, et je ne peux que vous encourager tôt ou tard, peut-être pas à la première visite, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais à un beau jour ou l'autre en avoir connaissance. C'est pas cher, ça peut se faire dans la salive, comme je vous ai déjà expliqué, et n'oubliez pas que j'y vois aussi un impact sur les conseils alimentaires. Donc, si ça joue aussi sur la résistance aux infections, voire à certaines pathologies cardiovasculaires, mais on sait évidemment que l'hormone thyroïdienne active T3 joue un grand rôle. Son optimisation a un impact énorme sur le risque cardiovasculaire. Il y a plein d'études là-dessus. C'est d'ailleurs pour ça que devant une hypothyroïdie, on se doit de la corriger, même si parfois sur le plan clinique c'est relativement bien supporté. Il y a des dégâts cardiovasculaires chez les hypothyroïdiens non traités. Donc moi je suis pour traiter l'hypothyroïdie, mais je ne suis pas pour la traiter de manière agressive, et je ne suis pas pour créer des effets secondaires primum non nocere. Enfin ça, vous le savez également. Et d'ailleurs, figurez-vous que dans mes recherches aujourd'hui pour vous préparer cette capsule, je suis tombé sur un tout nouvel article, en voilà encore un. Je vous le présente brièvement parce que je le trouve excellent. Alors, c'est un article chinois, université chinoise, 2 universités dans le sud-ouest de la Chine, donc dans cette province qu'on appelle le Sichuan. D'ailleurs, si vous aimez la cuisine sichuanaise, bon là, je peux vous dire que pour ce qui est du hautement épicé, on est servi. J'ai déjà essayé, je veux dire, je résiste bien aux épices, mais là, il y a quand même un stade auquel je crois qu'aucun occidental non entraîné à la chose ne peut survivre. Et alors, c'est vraiment un article, c'est une revue scientifique, hein, qui a été publiée le mois dernier, avril
2023 d'après PubMed. Bon, ici, l'article a été accepté en février de cette année, mais il y a toujours une latence avant que ça ne soit publié dûment sur PubMed. Et c'est une revue sur tout ce que ce polymorphisme DIO2 a comme impact. Eh ben, la liste s'allonge. Hein. Il y a tout le temps des nouvelles parutions, des nouvelles découvertes. Hein. Donc, c'est un article que je vous recommande. Donc, The Physical Functions of and Polymorphisms of Type 2 deiodinase. Bon article. No potential conflicts of interest. Donc, pas de conflit d'intérêt. Je vous montre, il y a 106 références scientifiques et donc des universités chinoises. C'est bien ce tour du monde scientifique, non? On a très bon article allemand que je vous ai présenté dans la capsule précédente. Aujourd'hui, je vous parle de 2 articles que je trouve très importants. Un est brésilien, un est chinois. Ben voilà, ça c'est le monde de la science. Et ça ne se limite pas à des livres franco-français écrits par des médecins qui essayent de vendre leurs méthodes, y compris les barres céréalières qui vont avec le respect des dogmes, notamment du goûter sucré. Bon, donc merci de vous intéresser à la science et de la respecter. Et donc cet article insiste vraiment sur le rôle du DIO2 dans de multiples domaines. Hein. Très brièvement, on parle ici de la densité minérale osseuse, donc les mauvais convertisseurs ont plus de problèmes d'ostéoporose. Ça, je entends que je le savais, mais ça se confirme avec de nouvelles études. En cancérologie, il y a un impact. En cardiologie, ça je viens de vous en parler. En maladies neurodégénératives également. Il faut bien vous dire que quand on compare les mauvais convertisseurs aux bons convertisseurs, on a des preuves scientifiques comme quoi il y a davantage de diabète, une augmentation des taux sanguins de glucose et plus de problèmes d'excès de poids, allant jusque l'obésité. Donc tout ça, ce sont des problèmes plus fréquents chez les mauvais convertisseurs, mais des mauvais convertisseurs qui mangent moderne. Et je vous affirme que s'ils mangent ancestral, toutes ces problématiques de prise de poids et de tendance diabétique disparaissent ou sont prévenues si elles ne sont pas encore apparues. Donc tout ça est très important. C'est pas une fatalité. Les gènes ne sont jamais une fatalité. Il y a toujours, je vous le répète pour la 1000e fois, 30% qui viennent de la génétique et 70% qui viennent de l'environnement, de ce que Abdelaziz El Mansouri appelle l'exposome. Ça, c'est son mot, c'est l'exposome. Bon, ben, je m'y soumets aussi, je vous parle d'exposome. Enfin bref, l'environnement, comme je disais avant. L'exposome, ça fait un peu plus savant, donc oui, c'est pas mal. Hein. Je pense que c'est un peu inspiré de l'anglais aussi. Et donc voilà, connaître son DIO2, s'y adapter par la diète, s'y adapter par le traitement hormonal s'il y a hypothyroïdie avérée, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Et ça, ce sont les différents enseignements que je vous transmets sur ces 2 capsules consécutives. Je vais quand même essayer de les poster consécutivement, enfin on verra. Encore un dernier mot. Ça, c'est toujours l'article sur le Covid. Ils essayent, la promenade, ils essayent de donner des explications. On y va, Goliath, on y va. Oui, on y va. Ils n'ont pas vraiment d'explication au niveau moléculaire, etc.
Les faits sont patents. Pourquoi, comment? J'essaie de retrouver le... Oui, mon Goliath, on y va. J'essaie de retrouver la phrase exacte. Un peu, déjà. Mettre Thalès. On va la mettre tout seul. Voilà. Absence d'explication mécanistique conclusive pour le rôle protecteur joué par le caractère hétérozygote du génotype DIE2. Pourquoi? Je ne sais pas vous dire. Enfin, le fait est là, et je suppose qu'un jour on comprendra mieux, on en saura plus. Moi, ça ne me gêne pas de pas comprendre pourquoi, parce que les faits sont flagrants. Et alors, je vous avais promis de vous donner le chiffre de l'amélioration de la survie que je vous ai montré en graphique, mais on a quand même un risque de décès en cas de génotype DIE2 hétérozygote sur Covid grave intra-hospitalier réduit de 47%. Donc, on ne parle pas ici d'effets aléatoires, mineurs, dénués d'intérêt. On est sur du gros. Et ça explique évidemment cette marche forcée à vitesse ultra rapide de l'évolution qui permet davantage de survie et qui donc favorise la version moderne du DIE2. Mais le problème, c'est tout ça, c'est bien beau, ce sont des perspectives liées à l'évolution, mais bon, vous, comme moi, nous sommes nés avec un génotype DIE2, il faut faire avec. Dire que les choses évoluent dans un certain sens ne change rien à notre condition, personnalisation des traitements. Je suis hétérozygote, je suis beaucoup plus content de l'être que ce que j'ai cru au début, parce qu'au départ, ce caractère hétérozygote était vu comme, bon, il valait mieux être bon convertisseur. En fait, non, c'est l'hétérozygote qui est le plus intéressant, qui est le plus fréquent. Presque la moitié de la population, que ce soit chez moi ou dans les statistiques officielles pour l'Europe. Si on y ajoute les homozygotes convertisseurs, ils sont largement dominants. Ça n'existait pas il y a 20 000 ans, a fortiori à 50 000 quand il y avait 3 espèces humaines qui coexistaient. Tout ça a beaucoup de signification. Je vous propose d'y réfléchir, d'échanger. J'attends vos commentaires, vos remarques, vos critiques, vos étonnements. Ces échanges me permettent d'avancer aussi, parce que parfois je vous posais des questions tellement fondamentales que je n'ai pas encore vu les choses sous cet angle-là, donc ça m'aide, et je réponds. Et je vous attends vendredi prochain à 19h30, comme toujours. Il n'y aura pas de live chat, il n'y aura pas de vidéo au mois d'août. Voilà, vous êtes prévenus, cette année-ci, il y a un break, ça vous fera du bien, à moi aussi. Et on n'aura plus cette situation où Goliath devient fou furieux parce que je retarde sa promenade. Je ne le dis plus, promenade, c'est parti. À bientôt. Merci.